Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que je rencontre très souvent dans mes accompagnements, c'est celui de l'anxiété de performance au travail. L'anxiété de performance, c'est pas juste du stress avant une présentation importante ou avant un entretien d'embauche, ça c'est normal. C'est une forme spécifique d'anxiété qui se caractérise par une peur excessive de ne pas répondre aux attentes, d'être jugé négativement. C'est une pression constante qu'on se met pour réussir, pour être à la hauteur, pour ne pas décevoir. Alors aujourd'hui, on va parler du contexte professionnel, mais l'anxiété de performance, elle peut aussi toucher des étudiants qui passent des examens, même des enfants à l'école, des sportifs. Voilà, il y a tout un tas de contextes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au contexte professionnel parce que je vois régulièrement dans mes coachings des femmes hyper compétentes, hyper investies, qui ont des postes à responsabilité et qui, même si de l'extérieur elles réussissent, elles se sentent minées au quotidien par ce sentiment de jamais être à la hauteur. Et ça se voit pas forcément, il peut y avoir un vrai décalage entre l'image qu'elles projettent à l'extérieur, entre leur parcours, leurs compétences sur papier, ou plutôt sur LinkedIn, et ce qu'elles vivent à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, elles manquent de confiance en elles se mettent une pression énorme. Et ce que je remarque, c'est que ça touche particulièrement les femmes qui travaillent dans des environnements exigeants, compétitifs, par exemple dans des cabinets d'avocats, dans le conseil, dans la finance, dans le marketing, la tech, le luxe. C'est ce type de profil que je retrouve très souvent, ou bien des personnes qui ont une certaine visibilité, qui doivent faire des présentations, des réunions importantes, etc. Et puis il y a aussi des moments charnières où, en tout cas c'est mon constat, où l'anxiété de performance au travail peut s'intensifier. Par exemple, lors d'une promotion, lors du passage de junior à senior ou à mid-level, l'arrivée dans un nouveau poste, un retour après une pause, comme un congé parental, maternité par exemple. Dans ces moments-là, on peut avoir le sentiment qu'on doit faire ses preuves ou refaire ses preuves. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet parce que cette anxiété de performance, elle a un impact énorme sur notre bien-être, sur notre santé mentale. Elle affecte l'estime de soi, elle augmente considérablement le risque de burn-out. Et puis ça a un impact aussi sur la carrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il est bien sûr possible de sortir de ce cercle vicieux. Et dans cet épisode, je vais d'abord vous aider à identifier les signes de l'anxiété de performance au travail pour pouvoir la reconnaître si vous en souffrez. On va explorer d'où ça vient. Et enfin, bien sûr, je vous partagerai 5 clés pour commencer à vous en libérer et retrouver confiance en vous. Alors, pour commencer, quels sont les signes de l'anxiété de performance au travail ? Déjà, il y a des manifestations cognitives, c'est-à-dire en termes de pensée. Donc ça peut être des ruminations, par exemple, vous avez des pensées en boucle sur le travail, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous n'avez pas fait, sur un mail, sur une discussion, etc. Vous avez parfois des pensées catastrophiques, vous imaginez le pire scénario, d'échouer par exemple, et puis si vous échouez, vous allez être humilié, votre réputation professionnelle va être ruinée, vous allez perdre en crédibilité, peut-être même que vous allez être viré, vous allez être licencié, ou si vous êtes en période d'essai, vous vous dites que voilà, ça va être mort et votre période d'essai ne sera pas validée. Vous avez aussi tendance à vous comparer aux collègues et bien sûr, vous trouvez toujours moins bien. Vous pouvez aussi avoir peur de rendre un travail qui n'est pas nickel, qui est imparfait. Donc vous avez tendance au perfectionnisme, à passer pas mal de temps sur des détails. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être cette impression de tromper les autres, de ne pas être légitime, peur d'être démasqué. Il y a une espèce de doute constant où vous remettez en question vos décisions, vos compétences, même lorsque vous avez des résultats positifs. Il y a bien sûr, je l'ai mentionné au tout début, la peur du jugement, cette crainte constante d'être jugé incompétent ou incompétente par les collègues, par les supérieurs, etc. Il y a également une hypersensibilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une sensibilité accrue au feedback. Une remarque anodine peut être vécue comme une critique et vous faire vous sentir hyper mal.
et vous-même, vous avez du mal à voir et encore plus à célébrer vos réussites. Vous avez tendance à minimiser vos succès, à vous dire que, bah, voilà, en fait, c'est jamais assez bien ou vous auriez pu mieux faire. Et donc vous avez tendance à être assez critique envers vous-même. Tout ça, ça se traduit émotionnellement par du stress, bien sûr, de l'anxiété, de l'inquiétude, parfois le sentiment d'être submergé, de la honte si vous faites une erreur ou quand vous ne gérez pas parfaitement, de la culpabilité, voilà, ce type d'émotions-là. Et puis en termes de comportement, les manifestations comportementales, ça va être un surinvestissement. Vous travaillez beaucoup, vous faites des horaires à rallonge, vous n'osez pas déléguer ou demander de l'aide. Vous avez tendance peut-être à surpréparer, à passer des heures, à préparer une réunion, à rédiger et à relire les mails 5 fois avant de les envoyer. Et ça peut empiéter aussi sur votre vie perso, parce que du coup, vous restez tard ou vous prenez du travail à la maison. Et en parallèle, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a aussi de la procrastination. Sur certaines tâches à enjeu, on va repousser par exemple la préparation d'une présentation cruciale ou l'envoi d'un mail important ou certaines actions qui sont importantes pour notre carrière. Ensuite, cette anxiété de performance au travail, elle se manifeste aussi par l'évitement. Éviter de prendre la parole, on n'ose pas s'exprimer en réunion par peur de dire une bêtise devant les grands chefs par exemple, de ne pas être pertinente. Or, parfois, c'est ce qu'on vous demande dans ce poste. Ça peut être aussi refuser des opportunités, postuler à certains postes, demander une promotion. Bref, il peut y avoir une forme d'auto-sabotage. Et puis, lorsqu'on souffre de cette anxiété de performance au travail, on peut avoir tendance à rechercher à beaucoup rechercher la validation extérieure. On a un besoin constant d'être rassuré par les collègues, par les supérieurs, que ce soit sur des décisions qu'on prend, que ce soit sur la qualité de notre travail. Et puis tout ça, ça s'accompagne en général de manifestations physiques, une grosse fatigue ou une fatigue chronique, parce que forcément, quand on est en hypervigilance ou quand on travaille beaucoup, qu'on se surinvestit, ça prend énormément d'énergie. Pour certaines personnes, il y a des tensions musculaires, le fait d'avoir la mâchoire serrée, les épaules tendues, raides, d'avoir des maux de tête, la boule au ventre aussi, avant bien sûr une réunion, une prise de parole, avant un rendu. Pour certaines, ça va être des problèmes digestifs, aussi des troubles du sommeil, des insomnies ou bien à l'inverse, des réveils nocturnes en pensant, au travail bien sûr. Et tout ça, ça génère un cercle vicieux. En fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ces mécanismes d'anxiété de performance créent des cercles vicieux qui s'auto-alimentent. Et c'est ce qui fait que c'est difficile d'en sortir, et c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que cette prise de conscience, c'est aussi une première étape pour sortir du fameux cercle vicieux. Donc par exemple, sur la performance en elle-même, quand on se met cette pression, qu'on a cette peur de ne pas être à la hauteur, pour compenser, comme je vous disais, on travaille plus, on vérifie tout plusieurs fois, on reste tard au bureau et on pense entre guillemets que c'est la solution pour voilà, pour assurer. Mais en réalité, c'est ce qui nous fatigue progressivement. Et bien sûr, plus on est fatigué et moins on est efficace, moins on est concentré et plus on fait potentiellement des erreurs, ce qui va confirmer notre crainte initiale de ne pas être assez performante, parce qu'on va se trouver lente, parce qu'on va se dire qu'on a du mal à capter les sujets, on voit qu'on fait des erreurs, donc ouais, ça confirme cette croyance initiale qu'on n'est pas à la hauteur et la boucle est bouclée. Et sur la fatigue, il y a aussi, voilà, si vous avez tendance à travailler sur votre temps personnel, temps où vous êtes censé vous détendre, vous ressourcer, ou même si sans travailler, vous pensez constamment au travail, voilà, votre système nerveux, il peut pas se calmer, vous pouvez pas vraiment récupérer. Et puis c'est la double peine. Je vois avec des clientes qui, quand elles sont chez elles ou avec leur conjoint, leur famille, elles sont pas 100% présentes parce qu'elles pensent au travail, et du coup elles s'en veulent, parce qu'elles ont l'impression d'assurer nulle part. Donc c'est vraiment la double peine, et on perd encore plus en estime de soi. Donc travailler sur mettre des limites à notre cerveau et être pleinement présent, présente, ne plus être pollué par ses pensées, c'est aussi une part importante du travail qu'on fait. Sur la peur du jugement, ça peut être aussi un cercle vicieux. Si par exemple j'évite de prendre la parole en réunion par peur de dire une bêtise ou de paraître bête, du coup mes idées elles sont jamais entendues, ce qui va renforcer mon sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être à ma place. Je vois tous les autres qui ont des bonnes idées et moi je culpabilise parce que ce qu'on me demande c'est justement d'intervenir, de proposer des idées, peut-être de challenger des personnes. Et là j'ai pas l'impression de répondre à cette attente-là, donc je me mets encore plus la pression pour intervenir, pour dire quelque chose et j'y arrive encore moins.
Pour la recherche de validation, c'est pareil. Quand j'ai besoin d'être rassurée, parce que du coup, moi, je me sens pas à la hauteur, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas répondre aux attentes. Donc, soit je vais demander sans cesse des retours, soit je vais surpréparer pour éviter d'être critiquée, pour que voilà, il y ait rien à dire. Et je peux avoir peur de demander des retours, je peux avoir peur de demander des feedbacks, même si j'en veux, mais j'ai tellement peur que ce soit négatif que j'en demande pas. Tout ça, cette espèce de dépendance à l'approbation des autres, ça fragilise encore plus ma confiance en moi et ça me rend encore plus vulnérable au jugement des autres, au jugement extérieur. Parce que c'est un peu eux qui décident et donc c'est ça qui a le pouvoir, soit de me faire sentir bien si ce que j'ai fait c'est bien, soit me faire sentir mal si au contraire j'ai eu un retour négatif entre guillemets. Et alors ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont ce rapport à la performance ou ont ces peurs, cette anxiété-là? Eh bien déjà, il y a notre histoire personnelle, nos conditionnements, ce rapport qu'on peut avoir avec la performance, avec la réussite, ça se forme dès l'enfance. Peut-être que vous avez grandi avec des messages comme il faut toujours faire de son mieux, sinon ça sert à rien, ou bien on n'a jamais rien sans rien. Voilà, c'est des messages, même s'ils sont encourageants, qui peuvent parfois créer une pression invisible. Et pour beaucoup de femmes que j'accompagne, le lien entre réussite et valeur personnelle, il s'est tissé très très tôt. En fait, cette croyance, inconsciente souvent, que je vaux quelque chose si je réussis. Cette croyance-là, ça devient une vérité intérieure qui nous pousse constamment à prouver notre valeur. Et si on a un échec au travail, c'est nous l'échec. En fait, c'est ça l'association qui est faite. C'est pas j'ai eu un échec sur un projet donné ou sur un truc spécifique, ça s'applique à moi et à ma valeur en tant que personne. Et je pense que le système scolaire, il joue aussi un rôle important là-dedans parce que il valorise souvent uniquement le résultat et pas l'effort, pas le processus. Le fait d'avoir des facilités, c'était valorisé. Et moi, je me souviens que ça m'a posé problème plus tard parce qu'en fait, pour moi, la logique, quand j'étais enfant et adolescente, c'était que si j'ai pas de facilité, si je suis pas bonne tout de suite dans quelque chose, c'est que c'est pas pour moi. Or, ça m'a pas du tout appris du coup à persévérer, à faire des choses difficiles. C'est un peu cet état d'esprit fixe versus état d'esprit de croissance dont je parlais dans un des premiers épisodes, d'ailleurs je crois que c'est l'épisode 22 qui s'appelle, je crois, ton état d'esprit t'empêche de réussir. En gros, l'état d'esprit fixe, c'est quand on pense que l'intelligence, les talents sont innés, sont naturels. Il y en a qui sont doués pour certaines choses et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ont confiance en eux et d'autres qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens créatifs, il y a des gens qui ne le sont pas. Et on croit que galérer, devoir fournir des efforts, c'est négatif. Ça veut dire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez doué et donc c'est pas pour soi. Mais donc on a tendance à éviter les choses trop challengeantes où on abandonne rapidement parce que ça devient difficile. Ou on est frustré parce qu'on n'y arrive pas assez vite. Du coup, on laisse tomber. Et dès qu'on fait des erreurs, on se décourage, on se dit qu'on est nul. Alors que quand on adopte un état d'esprit de croissance, on pense que on peut acquérir n'importe quelle nouvelle compétence avec de la patience, de la pratique, de la persévérance. Bien sûr, on est d'accord que pour certaines personnes, certaines choses seront plus faciles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, nous aussi, apprendre si on s'y met, en gros. Et pareil pour la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend, la créativité, ça se développe. Et donc, quand on a cet état d'esprit-là, quand on rencontre des défis, c'est ok, en fait, c'est normal, ça fait partie du chemin, on persévère, on voit que les erreurs, les échecs, c'est aussi un moyen d'apprendre, de progresser. Et forcément, avec cet état d'esprit, on a beaucoup plus de chances de réussir et même d'être résilient. Et c'est pas forcément l'état d'esprit qu'on nous aide à développer à l'école. Moi personnellement, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, on m'a appris à être une bonne élève, à faire parfaitement, à avoir des bonnes notes, à pas décevoir. Et donc forcément, quand on arrive dans le milieu professionnel, on reproduit ce schéma dans notre travail. Pour certaines personnes, certaines expériences passées peuvent aussi marquer notre rapport à la performance. Avoir reçu une critique sévère, un stage qui s'est mal passé, une période d'essai qui n'a pas été validée, un licenciement. Bref, ce genre de moments peuvent être vécus par certaines personnes comme traumatisants et ça peut venir renforcer notre peur de l'échec, notre besoin de contrôle.
Après, à l'échelle individuelle, il y a aussi des facteurs psychologiques, on va dire, qui nous prédisposent plus à l'anxiété de performance. Le perfectionnisme, le fait d'avoir des attentes élevées envers soi-même, le manque d'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, si on regarde le contexte un peu plus large, contexte sociétal, professionnel, clairement, notre environnement professionnel influence fortement, énormément, notre relation à la performance. La culture d'entreprise où on finit tard, où il faut être très dispo, il faut être très réactif, où c'est très exigeant, où il faut des résultats immédiats, tout ça c'est un terrain fertile pour l'anxiété. Et pour les femmes, s'ajoutent à ça des injonctions hyper contradictoires qui sont très dures à naviguer. Il faut être assertive, mais pas trop autoritaire. Il faut être humble, mais aussi se mettre en avant pour évoluer. Il faut être ambitieuse, montrer qu'on en veut, mais pas être agressive. Il faut être pro, mais aussi chaleureuse. Voilà, il y a toutes ces attentes paradoxales qui créent une pression supplémentaire, sans compter pour celles qui sont mamans. Là aussi, il y a la double pression, il faut assurer partout. Il faut être parfaite au travail, il faut être parfaite à la maison, il faut être présente, attentive, avoir de l'énergie et assurée dans tous les domaines de sa vie. Alors, au bout d'un moment, c'est compliqué. Comprendre ses origines, ça ne fait pas disparaître l'anxiété de performance comme par magie, ce serait bien. Mais comme j'ai dit toujours, comprendre c'est important, c'est la base. Mais ensuite, il faut passer à l'action pour pouvoir commencer à changer les choses. Et donc maintenant, je vais vous proposer 5 clés qui sont pour moi les clés vraiment essentielles pour dépasser, pour se libérer de cette anxiété de performance. La première, c'est bien sûr d'apprendre à dissocier votre valeur personnelle de vos performances, de vos résultats, de votre réussite. C'est de séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Alors ça peut sembler évident dit comme ça, mais en réalité c'est un travail beaucoup plus profond. Beaucoup d'entre nous avons construit notre identité autour de nos résultats, de nos réussites, etc. On se définit par notre CV, notre titre, nos accomplissements, même plus, même au-delà du travail, nos voyages, nos possessions. Bref, c'est un peu je suis ce que je fais. Et du coup, quand on rate quelque chose, on se dit qu'on est nul. Et au lieu de se dire j'ai échoué sur ce projet, ça devient je suis un échec. En tout cas, on a le sentiment soi-même d'être un échec. Et ça, c'est un piège énorme parce que si on a notre estime de nous qui est conditionnée par nos résultats, entre guillemets, elle devient forcément instable. Une journée productive, vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes contente. Par contre, une erreur, un projet qui n'aboutit pas comme prévu, et là, c'est toute votre valeur personnelle, votre morale qui en prend un coup. Alors, chaque email, chaque projet, chaque réunion a un enjeu. Au-delà de ce que c'est en soi, c'est un enjeu parce que si ça se passe mal, c'est votre estime qui va en prendre un coup. Et donc il y a comme un risque pour le cerveau. Si je réussis pas, je vais me sentir mal. Donc il faut que ça se passe bien. Donc je me mets la pression. Donc dissocier les deux, dissocier qui on est de ce qu'on fait, de nos accomplissements, etc. C'est intégrer qu'on mérite d'être respecté, d'être aimé, d'être considéré indépendamment de nos réussites ou de nos échecs professionnels. Et bien sûr, on mérite de se respecter, de s'aimer, de se considérer indépendamment de si on réussit ou si on échoue. Attention, c'est pas une invitation à la médiocrité ou à l'indifférence, on s'en fout, mais plutôt à une relation plus saine avec le travail qui permet de sortir du cercle vicieux dont je vous parlais avant, parce que ironiquement, quand on arrive à se détacher de cette pression, on performe souvent mieux parce qu'on n'est plus paralysé par la peur, l'anxiété. Donc cette distinction entre votre valeur et votre performance, elle est essentielle. C'est un travail de fond, mais qui va vous permettre de construire une confiance en vous beaucoup plus stable et moins dépendante des aléas professionnels. La deuxième clé, c'est de reconnaître et de remettre en question vos pensées anxieuses. Notre anxiété, elle est alimentée par nos pensées. Ces petites phrases qu'on se dit du style si je propose une idée qui n'est pas pertinente, on va penser que je mérite pas ma place. Si je fais une erreur, tout le monde va s'en rendre compte. Les autres sont tellement plus compétents que moi. Voilà, ce type de phrases, ce type de pensée qu'on accepte généralement sans les remettre en question,
alors qu'en réalité, ce sont juste des pensées, ce ne sont pas des faits. Et souvent, quand on les examine de plus près, on réalise qu'elles sont exagérées, qu'elles sont déformées, ou tout simplement qu'elles sont fausses. La première étape, c'est donc d'apprendre à repérer ces pensées automatiques, à remarquer quand elles apparaissent, dans quelles situations, quelles émotions elles déclenchent, un petit peu comme si vous étiez un observateur, une observatrice de votre propre esprit, de votre propre cerveau. Et une fois que vous avez identifié ces pensées, l'étape suivante, c'est de les questionner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que si vous partagez une idée qui est finalement pas si intéressante que ça en réunion, tout le monde va vous juger négativement? Ou est-ce qu'en fait, quand vous regardez les autres, eux aussi, parfois, ils disent des choses pas pertinentes et on leur en tient pas rigueur et on passe à autre chose? En remettant en question ces pensées automatiques, vous allez créer un espace, un petit espace entre vous et ces pensées, et vous allez pouvoir commencer à réaliser que ces pensées, ce ne sont pas des vérités absolues, mais ça peut être bien souvent des interprétations qui sont très biaisées par l'anxiété. Alors ça, c'est pas toujours évident à faire. C'est pour ça que travailler avec un professionnel, un coach comme moi par exemple, c'est important pour vous aider à prendre conscience de ces schémas et vous aider aussi à en sortir avec des outils spécifiques. Troisième clé, c'est de développer une relation plus saine avec l'échec et avec l'imperfection. Notre anxiété de performance est souvent alimentée par une peur un peu irrationnelle de l'échec et une intolérance à l'imperfection. On voit l'échec comme quelque chose de catastrophique à éviter à tout prix et on pense qu'on doit tout faire parfaitement sans la moindre erreur. Cette vision, elle est non seulement fatigante, épuisante, mais aussi pas tout à fait vraie. En réalité, personne n'est parfait, ça je sais que vous le savez, mais parfois on le sait, mais on n'arrive pas à l'intégrer, mais personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, même dans des environnements de travail très exigeants ou avec des forts enjeux, où il y a des forts enjeux, il y a des erreurs qui se produisent, qui se commettent. Même les personnes seniors en font, les directeurs en font. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir négligent, mais relâcher un petit peu cette pression qui, comme on l'a vu, elle devient contre-productive. Elle nous ralentit, elle affecte nos performances. À vouloir éviter à tout prix de faire une erreur, d'échouer, parfois on s'auto-sabote. C'est ça qui est paradoxal. Alors que souvent, ces erreurs, elles sont bien moins catastrophiques qu'on l'imagine. J'ai accompagné récemment une avocate qui venait de passer l'équivalent de mid-level. En gros, elle était intermédiaire, elle était plus junior, mais pas encore senior. Et en même temps, elle avait changé de cabinet. Donc double challenge. Et elle se mettait beaucoup de pression pour être parfaite dès le début, pour tout maîtriser par peur de ne pas valider sa période d'essai. Pour elle, la moindre erreur aurait été catastrophique, la preuve qu'elle n'était pas à sa place. Elle avait peur de paraître trop junior, donc elle relisait ses notes, ses rendus 10 fois, elle restait tard au bureau. Et en fait, malgré tout ce qu'elle faisait pour être à la hauteur, elle se sentait constamment en insécurité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que soit elle en faisait tellement qu'en réalité, elle faisait quasi jamais d'erreur, donc elle pouvait pas se rendre compte que faire une erreur, c'était pas si grave, ou quand effectivement elle faisait une erreur, ce qui peut arriver bien sûr, eh bien il s'était rien passé, il n'y avait pas eu de conséquences, mais ça son cerveau le prenait pas en compte. Ça aurait pu être une preuve que faire des erreurs de temps en temps c'est toléré, mais non. Et puis elle se disait ouais mais c'est passé cette fois, la prochaine fois ça ne passera pas. Voilà, ce type de phrase-là. Mais plus généralement, ce que je remarque souvent, c'est que la peur de l'échec, elle n'est pas tant liée aux conséquences concrètes de cet échec. Ce qui fait vraiment peur quand on manque d'estime de soi, c'est comment je vais me sentir. Parce que je sais que si ça arrive, je vais me critiquer durement, je vais ruminer pendant des jours, je vais me dire que je suis nulle, je vais me blâmer. Et c'est tout ce dialogue intérieur impitoyable qu'on redoute plus que l'échec en lui-même. On anticipe à quel point on va se sentir mal, nul, honteux, honteuse, donc on fait tout pour l'éviter. Donc quand je parle de développer une relation plus saine avec l'échec, je parle aussi et peut-être surtout de développer une relation plus saine avec soi-même face à l'échec. De casser ce circuit d'autoflagellation qui s'enclenche automatiquement dès qu'on n'est pas parfaite.
Alors, bien sûr, changer ce dialogue intérieur, ça demande du temps, ça demande de la pratique. C'est souvent le cœur de mes coachings parce que c'est la base. Quand on arrive à se libérer de cette peur de notre propre réaction émotionnelle, on s'ouvre à beaucoup de possibilités. On peut prendre plus de risques, mesurés bien sûr, on peut sortir de notre zone de confort, apprendre de nouvelles compétences, on devient plus résilient, plus résiliente et paradoxalement, ou pas, plus performante parce qu'on s'auto-sabote moins, mais plus performant ou performante d'une façon qui est durable et qui préserve notre bien-être en fait, où notre travail et nos attentes envers nous-mêmes et la pression qu'on se met ne nous coûtent pas notre bien-être. Maintenant, quatrième clé pour sortir de cette anxiété de performance, c'est apprendre à s'affirmer et à poser des limites au quotidien. Une des manifestations les plus courantes de l'anxiété de performance, c'est la difficulté à poser des limites. On veut tellement prouver notre valeur, être vu comme performant, performante, qu'on accepte tout. Les deadlines impossibles, les demandes de dernière minute, les tâches qui s'accumulent. Mais cette incapacité à dire non, à poser des limites, c'est le chemin direct vers l'épuisement professionnel. Donc poser des limites, c'est extrêmement important parce que vous allez agir à contresens de ce que vous dit votre anxiété, ce que vous dit de faire votre anxiété, et c'est comme ça que vous allez pouvoir lui prouver qu'elle a tort, en gros. Concrètement, ça peut vouloir dire définir des horaires clairs de travail et les respecter. Ça peut être ne pas consulter ses mails professionnels le week-end, ou ne plus les consulter après telle heure le soir, ou vous créer des rituels pour couper mentalement après le travail. C'est aussi bien sûr dire non quand c'est nécessaire, dire non à une demande irréaliste, dire non à une tâche supplémentaire quand votre charge de travail elle est déjà à toper, comme on dit ici en Espagne. Dire non à une réunion qui pourrait être résolue en un mail. Alors je sais que ça peut faire peur, je sais que dire non c'est très inconfortable pour beaucoup parce qu'on craint d'être vu comme pas assez impliqué ou comme une personne compliquée ou on n'est pas un team player. Mais encore une fois, souvent on a peur de nos propres émotions et de nos propres jugements. On se juge parfois plus que les autres ne nous jugent. Et quand on dit non, on doit faire face à notre culpabilité, à notre sentiment d'être égoïste, à l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes. Et c'est ça qui est difficile. Je me souviens d'une cliente qui était responsable marketing et qui répondait aux messages de sa chef, de sa directrice, qui travaillait encore plus tard qu'elle, elle lui répondait à n'importe quelle heure. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que si elle n'y répond pas, elle allait se sentir coupable toute la soirée, imaginer que cette personne va penser qu'elle n'est pas assez impliquée, et donc elle préfère prendre 2 minutes pour répondre plutôt que de ruminer pendant 2 heures. Donc elle répondait pas par envie ou par nécessité réelle, parce que c'était pas ultra urgent, enfin dans sa tête ça l'était, mais bon ça pouvait carrément attendre le lendemain, et c'est juste que cette personne elle l'a sollicité à cette heure-là parce qu'elle travaillait à cette heure-là, mais en fait elle répondait pour éviter ses propres émotions désagréables, une sorte d'évitement émotionnel qui sur le moment ça peut nous sembler la solution la plus simple, mais à long terme ça instaure des schémas malsains. Pour développer votre capacité à vous affirmer et à poser vos limites, il faut travailler sur des techniques concrètes, comment dire non, comment exprimer un désaccord. Sur le sujet, je vous recommande par exemple l'épisode 87 sur apprendre à dire non et l'épisode 70 pour poser vos limites. Mais au-delà des techniques concrètes, c'est aussi et surtout travailler sur votre relation à la culpabilité et à ces émotions désagréables qui surgissent quand vous vous affirmez ou même quand vous pensez à vous affirmer. Et enfin, cinquième et dernière clé que je voulais vous partager dans cet épisode, c'est de reconnecter avec votre valeur au-delà de la performance. Alors cette dernière clé, elle est clairement liée à la première, mais elle mérite d'être approfondie. Parce qu'il s'agit non seulement de dissocier intellectuellement votre valeur de votre performance, de vos résultats, etc., mais aussi de reconnecter émotionnellement avec votre valeur intrinsèque. Et ça passe par l'autocompassion. On a tendance à être très dur envers nous-mêmes et on a l'impression que c'est à juste titre, mais en réalité on se parle d'une façon qu'on n'oserait jamais employer avec des amis, un proche, un collègue.
On lui dirait jamais qu'il ou elle est nul, qu'il n'y arrivera jamais et comment il a pu faire cette erreur stupide. Non. Donc cultiver l'autocompassion, c'est apprendre à se parler avec la même bienveillance qu'on emploierait avec un ami. C'est comprendre que l'autocritique, et encore plus l'autocritique constante, c'est pas motivant du tout. En fait, c'est paralysant. On s'auto-sabote sans s'en rendre compte. Et cette autocompassion, c'est pas de la complaisance, c'est pas de l'autosatisfaction, ça veut pas dire qu'on va tout relâcher et on s'en fout. C'est simplement reconnaître qu'on est humain. Vous êtes humain, humaine, avec des forces, avec des faiblesses, avec des réussites et des échecs, et c'est ok. Je vous invite à vous donner un petit peu de compassion. C'est essentiel. En cultivant l'autocompassion, vous allez développer une estime de vous qui est beaucoup plus stable, qui est moins dépendante des aléas professionnels, des retours que vous avez ou pas, et qui vous permet de naviguer avec beaucoup plus de sérénité dans votre vie pro. Alors bien sûr, le changement ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand il s'agit de schémas qui sont bien ancrés. Et l'un des pièges que je vois très souvent, c'est qu'on veut tout changer d'un coup et on finit par se décourager. Donc la clé, parce que forcément ça ne fonctionne pas comme ça, la clé c'est de procéder par petits pas réguliers. Vous fixez des petits défis qui peuvent vous sembler insignifiants, mais à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort et que vous constatez que ça se passe bien, ou au moins pas aussi catastrophiquement que vous l'imaginiez, eh bien vous renforcez votre confiance et vous élargissez votre zone de confort. C'est ici que l'intérêt d'un accompagnement personnalisé prend tout son sens aussi, parce que quand on est pris dans des schémas d'anxiété, c'est souvent difficile de voir clairement par où commencer, quels petits pas seraient les plus pertinents pour vous, comment gérer les émotions difficiles qui surgissent quand on essaye de changer. Et c'est là où un regard extérieur bienveillant, des outils adaptés à votre situation spécifique et un soutien régulier peuvent vraiment faire toute la différence. Et c'est exactement ce que je propose dans mon accompagnement Confiante. C'est un espace sécurisant où on travaille, et confidentiel aussi, c'est très important, où on travaille ensemble sur vos défis spécifiques, où on identifie les petits pas qui vont faire la différence pour vous, où on développe des outils sur mesure pour transformer progressivement tout ça et vous aider à gagner en confiance et surtout en sérénité. Si ça résonne avec vous, je vous mets le lien de cet accompagnement dans la description de l'épisode ou bien vous pouvez aller sur stefbluelips.com/confiante. Donc ça s'écrit stefbluelips.com/confiante avec un E donc à la fin. Et on pourra planifier un appel découverte gratuit pour faire connaissance, échanger sur votre situation spécifique et voir si c'est le bon accompagnement pour vous. Je vous mettrai le lien aussi dans la description directement. Pour conclure, je veux juste vous dire que cette anxiété de performance, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça reflète très souvent que vous êtes très impliqué, ça reflète votre niveau d'exigence, votre conscience professionnelle, et tout ça, ce sont des qualités précieuses. Il s'agit simplement d'apprendre à les canaliser d'une façon qui soit constructive pour vous et non destructive ou d'auto-sabotage. Alors c'est pas un chemin qui se fait en 3 jours, mais chaque petit pas compte et surtout le jeu en vaut la chandelle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!